vient de recevoir le prix Amerigo Vespucci BD. Le dessinateur et scénariste Lomig est l'invité de Délivrez-vous. Bonjour Lomig. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer ici à Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du festival de géographie. On entend que c'est un peu la fête. Vous avez reçu pour cette édition-là le prix Amerigo Vespucci BD pour votre ouvrage Au cœur des solitudes. Un travail incroyable de dessin et de narration dans lequel vous nous plongez dans la vie de John Muir. On va en parler, on va dire qui était John Muir. Mais j'ai le sentiment, alors c'est pas votre première bande dessinée, c'est pas votre premier roman graphique, je sais pas comment vous préférez qu'on les appelle, mais j'ai bien le sentiment que c'est un des ouvrages les plus importants de votre carrière de dessinateur. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ? Non. Bon, moi c'est ma 5e BD, mais c'est vrai qu'il y a eu un virage à un moment. Mes BD au début, mes 3 premières étaient très portées sur le monde du travail, tout ça. Et depuis ma BD précédente, en fait, dans la forêt, là vraiment, j'ai décidé de mettre la nature au centre de mes histoires. Et donc j'ai aussi changé mon style graphique. Et effectivement, il y a une vraie reconnaissance depuis ce moment-là par rapport à mon travail. Et moi j'ai un vrai bien-être aussi à dessiner au crayon et dessiner ces paysages incroyables de la nature. À faire le choix du noir et blanc. On va parler de ce choix-là, que je trouve très important et qui, au lieu d'apporter... Alors, l'histoire est sombre, on va dire, et on va l'expliquer aussi pourquoi. Je trouve que ça apporte tout de même une certaine palette de couleurs, malgré tout. Est-ce que ça, vous vous en rendez compte ? Oui, bien sûr, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur, mais pour moi, c'est pas un noir et blanc pur. On est plutôt dans du travail au crayon qui apporte des nuances de gris, même de sépia, il y a un petit grain et tout, qui apporte beaucoup de douceur et qui apporte aussi beaucoup d'intensité, enfin de lumière, je trouve, aux pages. Et je pense que la couleur aurait pu écraser, en fait, ça aurait pu écraser tout ça. Et voilà, j'aurais aussi du mal, je pense, à rendre hommage aux réelles couleurs de la nature qui sont vraiment incroyablement belles. Et donc, je préfère laisser les lecteurs les imaginer tout simplement. Et d'après les retours que j'ai, ça fonctionne plutôt pas mal. Je confirme, ça marche plutôt bien. On va parler de John Muir, on va parler de ce travail, d'Au cœur des solitudes, mais juste avant ça, on va essayer de vous connaître un peu. Vous avez fait le choix d'un pseudonyme, Lomig. Pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça dit de vous ? Alors, Lomig, effectivement, ça veut dire Petit Guillaume en breton. Quand j'étais enfant, j'ai mis un peu de temps à grandir, donc on m'appelle Petit Guillaume. Donc voilà, je voulais pas utiliser mon vrai nom et j'ai choisi du coup Lomig. Voilà, on m'a dit que ça sonnait bien, c'est resté depuis le départ. Est-ce que c'est une façon... Alors, c'est une façon de garder quelque part un pied dans l'enfance ou pas du tout ? Ah, c'est possible parce que le dessin, pour moi, ça a commencé très jeune. C'était un vrai moyen d'évasion. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, j'avais une feuille et un crayon et je pouvais m'inventer des histoires pendant des heures. On m'entendait pas. Par contre, je n'étais pas du tout un lecteur de bande dessinée. Curieusement, c'est un peu le hasard de ma vie qui m'a fait devenir auteur de BD. À un moment, j'avais un travail depuis plusieurs années déjà, et puis il y a des copains qui m'ont mis en relation avec des gens qui cherchaient des dessinateurs pour participer à un fanzine. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières bandes dessinées. Et c'était vraiment très mauvais au départ, parce que je ne connaissais pas bien le média. Donc ils m'ont non seulement appris à progresser, mais ils m'ont aussi fait découvrir toute une facette de la bande dessinée que je méconnaissais, tout ce qui est roman graphique, comme vous dites, tout ce qui est BD, sociétal, tout ça je ne connaissais absolument pas, et un monde qui s'est ouvert à moi. Et petit à petit, ça m'a passionné. J'ai commencé à faire mes premiers albums. Quels étaient vos premiers sujets ? Quels étaient les sujets qui vous intéressaient et vers quoi vous tourniez au départ ? Parce que je crois que c'est très différent de ce que vous faites aujourd'hui. C'était des histoires un petit peu... Il y avait un humour un peu noir, un peu satirique. Et je parlais beaucoup du monde du travail, de la société de consommation. Voilà. J'avais aussi une expérience dans le travail où il y a des choses, tout me plaisait pas. Donc je me suis servi au départ de la BD comme un exutoire. Donc ça a été ça, sans savoir que j'allais réussir à publier un album en fait. Au début, j'avais cette envie, je pense, au fond de moi, mais c'est déjà me prouver moi-même que j'étais capable de faire un grand livre. Parce que dans les fanzines, vous savez, c'est des histoires beaucoup plus courtes, de 3-4 pages. C'est pas du tout le même travail.
Mhm. Ça a commencé comme ça. C'est toujours, toutes mes BD, même aujourd'hui, ça touche toujours à des sujets qui me sont chers et qui sont proches de moi. Mhm. Voilà, Mhm. tout simplement. Il y a un mot, c'est solitude, pour ce travail. Est-ce que ça vous correspond aussi? Est-ce que la solitude est quelque chose qui correspond au travail de dessinateur? Oui, parce qu'on est seul avec son histoire, donc c'est pas toujours très confortable. Mais moi, je suis pas le genre de dessinateur un peu ours qui sort pas de chez lui et tout. Je travaille dans un atelier en fait à Rennes. Donc on est une quinzaine de dessinateurs, donc j'ai quand même une vie sociale, j'ai des camarades et d'ailleurs c'est un lieu vraiment fantastique qui m'a vraiment aidé aussi dans les premiers temps à persévérer dans la BD parce que voilà forcément il y a des passages un petit peu difficiles. Donc, mais j'ai vraiment besoin de ces temps aussi pour moi d'être seul, ça fait partie de ma personnalité, d'aller aussi me promener comme ça dans la nature pour me ressourcer. Donc, je- ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce titre-là, il y a un double sens. Enfin, il y a la solitude au sens d'être seul, et je pense que c'est bien des fois d'aller se promener seul pour vraiment prendre la mesure de la beauté des paysages qui nous entourent. Mais c'est aussi les grandes solitudes qui veulent dire les espaces. Enfin, c'est un peu Les ce qui grands ressemble le espaces. plus. Ouais, le mot qui ressemble le plus à la wilderness, en fait, les espaces où les êtres humains ne vont pas, quoi. Et donc j'aimais bien ce double sens parce que John Muir fait ce voyage seul dans ces grands espaces où les gens ne vont pas, quoi. Ces Où grands les gens ne espaces vont pas. sauvages. Alors, ça démarre. On va raconter qui était John Muir, puisque c'est ça qu'on découvre, mais pas seulement parce que c'est autre chose que vous nous racontez. C'est pas une biographie de John Muir. C'est pas ça que vous faites. Mais tout de même, vous faites le choix de démarrer sur son problème aux yeux, avec cette peur de devenir aveugle. Et les yeux, c'est quand même indispensable pour un dessinateur. Pardon de faire le parallèle. Et puis les yeux sont essentiels pour tout ce qu'on voit autour, pour la nature. C'est quelque chose. Le choix de commencer son histoire par ça, c'était évident pour vous de commencer vraiment par ça? Oui, très rapidement. Je cherchais le bon moment pour raconter John Muir parce que toute sa vie est hyper intéressante, c'est-à-dire ça pourrait être un film, quoi. Mais je trouve que ce premier voyage, donc celui qu'il entreprend, comme vous l'avez dit, juste après un accident où il pense avoir perdu de façon définitive la vue alors qu'il a que 28 ans, hein, et ben, il a plein de regrets à ce moment-là de ne pas avoir fait un grand voyage où il a pu remplir dans sa tête enfin, tout plein d'images de la nature. Et ce voyage, quand il récupère de façon un peu miraculeuse la vue, bah, il entreprend ce grand voyage de 1500 km à pied à travers l'Amérique. Et c'est ce voyage, à mon sens, qui va complètement le transformer. Puisque bien sûr, après, il ne retournera plus jamais travailler à l'usine où il a eu ce fameux accident. Mais il va consacrer en fait tout le reste de sa vie à essayer de sensibiliser ses contemporains à l'idée de créer des espaces naturels protégés, quoi. Donc c'est vraiment un moment charnière. Et c'est celui-là, à mon avis, qui définit le personnage qu'il est et qui peut aussi donner au lecteur Mm. envie aussi de voyager aussi dans ces grands espaces naturels pour se retrouver. Il est né au début du 19e siècle, 1803, en Écosse. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie qui fait qu'aujourd'hui on se souvient, ou on doit peut-être prendre exemple sur ce qu'a fait John Muir? Alors qui est John Muir pour l'OMIG? Si on Alors, devait raconter en quelques mots comme ça. c'est très compliqué parce que c'est vraiment un personnage multifacette, hein. Donc bah, c'est un écrivain, hein, déjà, parce qu'il racontait ses récits de voyage, il avait énormément de poésie dans sa façon d'écrire, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humilité. C'était un botaniste, c'était un géologue, ça a été aussi le créateur de la première association écologiste américaine, le Sierra Club. C'est lui le fondateur du parc Yosemite en Californie, hein. Il a quand même réussi à entraîner le président Theodore Roosevelt à dormir quelques nuits à la Belle Étoile avec lui. C'est quand même quelque chose de fou. Suite à quoi le président va accepter en fait, de créer cet espace protégé. Et voilà, je sais pas si j'ai dit, oui, géologue, je l'ai dit aussi. Enfin, c'est aussi un inventeur. Enfin Ouais. voilà, c'est vraiment un personnage vraiment très très riche qui mérite vraiment d'être connu et qui n'est pas énormément connu malheureusement en France. Très Mhm. connu aux États-Unis. Mais pas en France. Sa vie change vraiment le jour où il croit qu'il va perdre ses yeux, parce qu'il va faire l'expérience de la nature, de ce qu'il va voir, et je crois que c'est un bouleversement de sa vie. Et Mm. c'est finalement dans ses pas, dans ses yeux, que vous allez nous emmener pour découvrir toute
toute cette nature. Est-ce que c'était pour vous aussi une façon en même temps de rendre hommage à John Muir, mais de rendre hommage à cette nature bouleversée aujourd'hui, dont on parle beaucoup. C'est un roman, je crois, très engagé d'une certaine manière. Est-ce que c'était aussi pour vous cette façon de parler de ce qu'il y a autour de nous? Oui, exactement. C'était vraiment. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une pensée très actuelle, qui peut vraiment nous inspirer. Ouais, il y a vraiment cette dimension très forte chez lui. Et je pense que cette reconnexion de la nature qu'il a vécue dans ce voyage, ça fait partie des enjeux majeurs, si ce n'est l'enjeu majeur de nos générations. Et pour qu'on ressente vraiment ce qu'il a ressenti à travers ce voyage, j'avais besoin de faire un dessin très fouillé, avec beaucoup de détails, pour inviter le lecteur à lire doucement, se perdre un peu dans le décor et vivre l'expérience qu'a vécu John Muir. C'était vraiment ça, je voulais vraiment qu'on soit à côté de lui, qu'il y a quelque chose de très intimiste dans ce voyage. Il y a une histoire que vous racontez, puis des fois ça fait planche, vous savez, planche de botanique, Oui. etc., etc. Il y avait aussi cette envie de partager ça avec nous. Et j'imagine que vous avez fait un travail incroyable de recherche. Est-ce que vous êtes allé chercher d'autres planches de dessin? Est-ce que vous êtes allé dans la nature vous-même? Comment vous avez travaillé? Oui, c'est un peu tout ça. Il y a un grand travail de recherche. Dans un premier temps, ça a été lire forcément tous les textes écrits par John Muir. Mais ensuite, j'ai besoin d'avoir un peu plus, parce que John Muir, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de ce qu'il voyait, et de la nature qui l'entourait, mais il parlait très peu de lui-même. Mm. Et il parlait très peu des gens qu'il rencontrait. Mm. Donc toute cette partie-là, j'ai choisi comment dire, de la romancer, j'avais pas d'autre choix. Mais pour être sûr de ne pas le trahir, j'ai traduit toute sa correspondance, en fait, hein, tous les lettres qu'il écrivait à sa femme, à ses amis, aux membres de sa famille. J'ai traduit en fait tout ça. J'ai fait énormément de recherches iconographiques. J'ai eu accès à ses archives. D'ailleurs, j'ai même fait un voyage aux États-Unis pour marcher sur ses traces, qui a été organisé en partie avec Jean Egland, l'autrice de ma précédente, du roman que j'ai adapté en fait juste avant. Donc j'ai marché sur ses traces dans les grands espaces, dans les grands parcs américains. Donc c'était vraiment un long travail. Évidemment, pour pas faire d'erreur aussi, je collectais tout plein d'images sur Internet, sur les différents États. Les plantes qui poussaient dans les différents états qui traversaient, les animaux qui y vivaient. Donc j'ai collecté je ne sais pas combien d'images. C'était vraiment un grand travail de fond pour arriver à me sentir suffisamment informé en fait, pour vraiment être en capacité de vraiment traduire ça par mes dessins. Mhm. Et c'est vrai que vous disiez prendre le temps, et c'est un travail, c'est une bande dessinée, un roman graphique. Vous préférez que je dise quoi d'ailleurs? Roman Les graphique? deux me vont. Ouais. C'est vrai que vu que c'est un grand format, on dit souvent roman Ouais, graphique, c'est ça. mais les deux me vont. Hein. Ouais. Et je préfère aussi d'ailleurs. On peut rester des heures, on peut le rouvrir à n'importe quelle page et se plonger dedans. Parfois aussi, je trouvais aussi que ce noir et blanc, euh, et d'ailleurs, vous avez raison, c'est pas noir et blanc, c'est autre chose. On a parfois même envie pourquoi pas, de colorier. Ça vous dérange si je dis ça? Vous savez, on d'y mettre nos propres couleurs, Oui. notre propre vie dedans aussi. Ça, c'est assez incroyable d'avoir fait ça et de nous permettre de mettre aussi notre propre solitude dedans. Je trouve que quand le fait que vous mettiez un S à solitude, c'est les solitudes de tout le monde. Et c'est peut-être ce qui ressort le plus, c'est que même s'il y a des rencontres, des personnages, j'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est qu'on est tous un peu seuls au monde et seuls avec les autres. Est-ce que c'est aussi ça que vous essayez de dire? Oui, merci beaucoup pour ces mots. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume, une citation de John Muir qui résume bien ça, c'est je pars dans la forêt pour perdre mon esprit et retrouver mon âme, quoi. Et ça, je pense que ce cheminement-là, on peut le faire que seul, effectivement. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé en vous de partir sur ces traces, de partir dans la nature, de faire un peu le vagabond, parce que c'est un peu le choix de John Muir, hein. C'est Alexis Génie qui a titré son livre J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être Oui. vagabond. Alors c'est pas totalement vrai, hein, mais tout de même il y a un choix de vie. Est-ce que c'est un exemple pour vous? Est-ce qu'il y a un vagabondage à la John Muir dans lequel vous plongez totalement?
Oui, 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 bah, je me suis rendu compte en marchant sur ces traces que c'était pas évident de se, comment dire, se repérer dans ces grands Ouais. espaces. On a un peu perdu en fait cette orientation que pouvaient avoir bah, les personnages comme lui à l'époque, hein. Moi, j'ai voulu sortir un peu des sentiers battus en fait quand je me baladais dans le Grand Yosemite et très vite je me suis Mmh. perdu quoi. Mmh. Et je me suis dit à un moment que j'allais faire un peu les titres des faits divers. Un auteur veut travailler sur John Muir et se perd dans le Grand Yosemite, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'était vivre cette expérience, ça m'a rendu encore plus impressionnant le personnage qui lui vivait dans ces espaces-là alors qu'il y avait quasiment aucune route, il y avait rien quoi en fait, quoi. Donc Mmh. et aussi, j'ai vraiment ressenti cette connexion, parce que je passais les trois quarts de mon temps dans les grands espaces, de communion avec la nature, de faire face à des séquoias qui ont quand même 3000 ans, et c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions pour moi de ressentir ça. Mmh. Ouais. C'est quoi? C'est la tentative de toujours s'émerveiller? C'était ça que voulait John Muir? Exactement, c'est une Mmh. position. C'est une position parce qu'on peut être dans la nature et juste se balader sans faire attention. Mais dès qu'on porte son regard sur n'importe quelle plante, sur la moindre petite fleur, il y a quelque chose de merveilleux. C'est toute une question, je pense, d'attention. Oui. Et je pense que dès qu'on apprend à faire attention, à décoder un petit peu cette nature, ben, on se rend compte à quel point elle est magique et merveilleuse. Et comme dit John Muir, quand on aime les choses, eh ben, on a envie d'en prendre soin. Et on a envie de les protéger. Mmh. Et c'est tout ce changement que je pense qui serait vraiment qui nous serait très profitable. Parce que je pense que si aujourd'hui John Muir voyait dans le monde dans lequel on vit, dans quel état il est, il se retournerait dans sa tombe, quoi. C'est sûr. Mmh. Parce que les choses ont fait qu'empirer depuis son époque, en fait. C'est ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappée dans le physique, dans le visage de John Muir. Alors, c'est un homme en souffrance, hein, puisque effectivement, il veut rattraper euh, tout parce que cette vue va peut-être partir, Oui. ses yeux vont peut-être le laisser tomber. Est-ce que ça en fait justement quelqu'un d'extrêmement sombre, grave, qui sourit pas souvent, je trouve, ou c'est moi qui trouve ça, de très sec aussi. Et il y a quelque chose entre l'émerveillement qu'il a, la rencontre qu'il fait, il y a quelque chose de très grave en lui. Est-ce que c'est moi qui le vois comme ça, ou est-ce que c'est vous qui l'avez vu comme ça, ou Ah, pas trop? je sais pas. C'est peut-être. C'est vrai il est seul, donc il n'a pas forcément tout le temps occasion de sourire, mais plutôt Ouais, ouvrir des yeux. Je pense que c'est quelqu'un qui était très ouvert aux autres, ouais, qui avait la communication facile, c'est-à-dire qu'il pouvait ouais. discuter aussi facilement avec des gens qui sortaient de l'esclavage, parce que son voyage, c'est juste après la guerre de sécession, hein, que des riches propriétaires de plantations de coton. Mais c'est vrai que ses yeux étaient vachement tournés plutôt vers l'environnement, vers ce qu'il y avait en fait autour de lui. D'ailleurs, il dit, pour résumer un peu son voyage aussi, il dit qu'il se sent dans ce voyage comme une abeille qui sort pour la première fois à la ruche et qui voit tous les champs en fleurs, quoi, en fait, quoi. Donc il avait quand même beaucoup de légèreté dans ce voyage. Pour lui, c'était vraiment c'était le voyage de ses rêves. Sauf qu'il n'imaginait pas que ça allait dépasser encore toutes ses espérances. Vous parliez que c'était le monde du travail qui vous intéressait aussi et qui vous questionnait au début. Ouais, On voit beaucoup de travailleurs oui. tout au long de la bande dessinée. Il y a la nature et il y a les hommes et les femmes qui travaillent au plus proche de la nature avec leurs mains, avec leur corps. Ça, c'était important pour vous? Oui, et c'est la perception, il y a le rapport au travail, à la perception aussi, s'autoriser aussi à la liberté, parce qu'au début, John Muir, il est quand même issu d'une famille où son père était protestant, c'était vraiment l'éducation à la dure, où il devait apprendre les versets de la Bible par cœur, sinon il recevait des coups de bâton. Donc c'était pas évident pour lui de s'autoriser aussi un peu de liberté, parce qu'il fallait ramener tout le monde un peu à cette notion de travail. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on connaît en fait aujourd'hui, hein. Voilà, cette notion de travail, elle a évolué bien sûr, mais voilà, c'est toujours très présent dans nos sociétés. Donc ouais, j'ai eu besoin de montrer ça, et aussi ça, pour contraster aussi avec, pour montrer du coup avec ces valeurs-là, comment les gens voyaient la nature. C'est-à-dire que finalement, ils la voyaient soit comme un moyen pour s'enrichir, enfin voilà, soit finalement comme une menace, mais certainement pas comme comment dire, un espace à visiter, à s'émerveiller, comme vous l'avez dit, quoi, en fait. Mm. Ouais, non, c'est vraiment cette notion un peu dure, un peu fermée, que je voulais un peu exprimer. C'était une façon pour moi aussi de dresser un portrait de cette Amérique de la fin du 19e. Ouais, c'est ça, une Amérique parfois fantasmée aussi, hein. Oui. La vie de John Muir était une vie de labeur,
À la fin de sa vie, il ira s'isoler, je crois, si je ne m'abuse. Oui, disons qu'il va s'installer en fait il va avoir une plantation d'arbres fruitiers, donc ça va être un peu un endroit où il va travailler, mais malgré tout, jusqu'au bout de sa vie, il va s'autoriser des voyages, hein. Même je crois qu'à l'époque, il devait avoir à peu près 70 ans, il a traversé l'Europe, Ouais. l'Afrique, l'Asie aussi, je crois, et l'Amérique du Sud. Donc ça a été toujours un grand voyageur. Il a été beaucoup aussi en Alaska. Mhm. Voilà. Ouais, je crois qu'à la fin, c'était vraiment l'Alaska. Vous, ça se résume à quelques années de la vie de John Muir, Oui, la 3 ans. BD, 3 ans, où il se rappelle aussi son enfance. Il y a des choses qui se passent beaucoup là, où il rattrape effectivement le temps qui risque d'être perdu. Ça ne sera pas le cas. Je ne vais pas tout dire non plus, même si ce n'est pas secret. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on fait après avoir passé tant d'années avec cet homme-là, le pionnier de l'écologie, dans cette nature incroyable, foisonnante du siècle, du 19e siècle? Qu'est-ce qu'on fait après? Oui, c'est pas facile parce que du coup, c'est 3-4 ans de ma vie à travailler sur ce projet. Donc après, il faut. En plus, il est très bien accueilli, donc voilà, j'ai une promotion assez Mm. importante, tout ça. Donc il faut arriver à ouais, redescendre et puis vraiment se laisser de nouveau inspirer par quelque chose d'autre. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, pour moi, ça passe beaucoup par la lecture, aussi par la réflexion, par des travaux de recherche. Et voilà, là, je commence à essayer de poser des premiers mots sur une prochaine histoire. Ce qui est sûr, je ne peux pas en dire trop parce que ce n'est pas suffisamment avancé, mais ce qui est sûr, c'est que la nature sera toujours au centre de mes C'est histoires. ça. De plus en plus, j'imagine. Oui, parce que non seulement ça me semble important, enfin, c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais pour moi, ça semble important de parler de la nature, mais aussi je prends énormément de plaisir à la dessiner, à faire tous ces petits points, ces petits traits. Rapidement, ça met dans un état presque de méditation. Et D'accord. mon esprit n'est pas à ma table à dessin, mais je suis à l'extérieur. Ça veut Ça dire fait qu'en beaucoup dessinant, vous êtes capable d'être dans Bien sûr, un monde totalement imaginaire, de voyager, de partir. exactement, exactement. C'est ça. Alors c'est pas pendant toutes les étapes. Quand je suis dans l'écriture, je suis vraiment dans l'écriture très concentrée. Quand je traduis cette écriture, c'est-à-dire ce scénario en storyboard, j'ai besoin d'avoir beaucoup de concentration aussi. Donc là, c'est l'histoire de moi, hein, mais ça demande énormément de concentration. Mais après, tout le travail d'élaboration du dessin, parce qu'il faut à peu près 2 jours pour finaliser une planche. Ce temps-là, je peux écouter de la musique et je peux Ouais. voyager dans ma tête, bien sûr. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est que vous êtes aussi quelqu'un de laborieux, dans le sens de labeur comme John Muir, je pense, mais que vous avez réussi, vous avez touché à un niveau du dessin qui vous permet de vous échapper totalement. Je crois que c'est assez rare. Donc ça vous sauve d'une certaine manière aussi, des fois, des inquiétudes qu'on peut avoir. On parle de nature, du monde. Le fait de dessiner peut sauver, c'est salvateur ou j'exagère un peu? Oui, je conseille à tout le monde de dessiner des sapins, ça fait beaucoup de bien. Non, ça fait beaucoup de bien, mais aussi, vous savez, au bout d'un moment, on est tellement. Bon, mon trait, il a évolué entre dans la Mm. forêt et au cœur des solitudes, donc je suis de plus en plus à l'aise à dessiner la nature. Je ne suis pas dans une représentation très précise, il y a quelque chose Ouais. de très libre dans ce dessin. Et même quand je suis là en train de faire des dédicaces au salon, là, Ouais. comme ce matin, je peux discuter avec les gens en même temps. Ça ne me demande pas beaucoup de concentration. C'est très naturel aujourd'hui. Ouais. Mais c'est magnifique. Il y a aussi il y a des choses qui sont aussi très parfois des japonisantes, je trouvais aussi dans certains dessins, mais ça On c'est m'a déjà dit peut-être ça, c'est oui. vrai. Bon ben voilà. Deux, trois questions comme ça très rapides. La place de la littérature dans votre travail et dans votre vie, laquelle est-elle? Très importante. J'ai toujours, moi, vous savez, j'étais pas un lecteur de bande dessinée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai toujours lu des romans. Mm. C'est vraiment, je lis plus même aujourd'hui des romans, hein, même si je fais de la bande dessinée. Donc oui, j'ai toujours plein de livres, enfin, que ce soit des romans, mais aussi des essais. Voilà, je lis beaucoup de choses. Souvent, je vais dans une thématique et ça me nourrit. Je pense que c'est vraiment ça qui nourrit aussi mes futures créations. Voilà, donc je lis beaucoup. Mais Oui, de oui. toute façon, en plus, on met toujours nos pas dans ceux des autres, hein, Oui, je crois, quand exactement, on crée, exactement. quand on écrit, quand on dessine. Ouais. Quels sont finalement les pairs dans le dessin ou dans le roman de Ce Lomig? ce que je peux dire en tout cas, les personnes enfin, qui m'ont amené à découvrir John Muir, c'est Aldo Léopold, Théodore Monod, Élisée Reclus, dont je les lisais. Ça m'a amené un peu, mais un peu bêtement, à tomber sur la fiche Wikipédia de John Muir que je connaissais absolument pas, quoi, en fait, quoi. Et là, quand j'ai découvert, je me suis dit, mais oui, si je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui se reconnectait à la nature, et lui,
enfin voilà, c'était comme le chaînon manquant, quoi. Non, c'est lui qui m'a amené. Après, dans la bande dessinée, voilà, j'ai découvert plus tardivement, mais il y a plein d'auteurs il y a tellement de talent aujourd'hui dans la bande dessinée que je saurais en dire quelques-uns. Je dirais peut-être JP, j'aime beaucoup son trait. Pedrosa, voilà, des auteurs comme ça, ouais, mais il y en a tellement d'autres, voilà. Mhm. John Muir, un peu moins connu, je crois, qu'Élisée Reclus. On en parle beaucoup moins, en Oui. tout cas en France, qu'Élisée Reclus. Reclus a une vie aussi incroyable. Mm. Vous seriez capable maintenant de faire petite histoire d'Élisée Reclus ou pas du tout? Ou ça y est, c'est fait et on passe à autre chose? Je l'ai lu, donc je pense que si ça avait dû se faire à ce moment-là, ce serait fait à ce Ah moment-là. ouais. Mais je pense, j'avais Il n'y a pas eu plus la de... même connexion. Exactement. Disons que ces personnages sont intéressants et je trouve qu'ils ont une expérience qui est assez commune parfois, qui les rejoint. Mais je trouve qu'il y a plus moyen de romancer la vie de John Muir, rien que le fait de cette perte de vue qui va enfin, recouvrer, comme j'ai dit, de façon miraculeuse, mais surtout à la fin, il ne voit plus la nature rien qu'avec ses yeux, mais avec son cœur. Et ça, je trouvais qu'il y a un message qui était très, très profond et que voilà, c'était mon inspiration et c'est parti sur lui. Et après, bon, je ne peux pas savoir la suite, peut-être qu'il y aura un truc sur Élisée Reclus, mais je ne suis pas du tout sûr. Avec son cœur et son âme, Ouais, effectivement. ouais, j'adore le Merci lire. infiniment, Lomig. Au cœur des solitudes, chez Sarbacane, prix Amerigo Vespucci BD. Merci à vous. Merci beaucoup.